Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Ici tout commence ne raconte pas simplement une histoire de couple, de famille ou de décision à prendre. L'épisode 1331 nous entraîne dans un territoire bien plus sombre, plus intime, celui des choix imposés, des silences qui enferment, et des pressions que l'on finit par confondre avec de l'amour. À la ferme des Marais, Colline se réveille face à une réalité qu'elle refusait encore de nommer. Derrière les gestes attentionnés d'Amaury, derrière les promesses et les projets d'avenir, quelque chose se dérègle. Chaque mot pèse un peu plus lourd, chaque décision semble déjà prise à sa place. Jusqu'à ce moment précis où la confiance se brise, et où l'amour laisse place à une emprise devenue impossible à ignorer. Dire non. Refuser de partir. Refuser qu'on décide pour elle. Dans cet épisode, Colline n'est plus dans l'hésitation, elle est à la frontière d'un basculement. À l'institut, une autre douleur s'installe, plus silencieuse encore. Bérénice étouffe sous le poids des attentes, et la robe de mariage devient le symbole d'un malaise plus profond, celui d'un amour maternel qui protège mais qui finit par enfermer. Entre Charlotte et sa fille, la vérité éclate sans éclat, dans un face-à-face déchirant où chacun croit bien faire, mais où personne ne ressort indemne. Pendant ce temps, loin des conflits et des cris, une parenthèse inattendue s'ouvre. Une voiture en panne, une route déserte, des chansons chantées faux, et un instant suspendu hors du temps. Avec César, Colline retrouve quelque chose d'essentiel, la légèreté, l'écoute, et surtout la possibilité d'exister sans avoir à se justifier. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne lui dit pas quoi faire, il lui rend simplement le choix. Mais cet équilibre fragile ne peut durer. Quand les vérités éclatent, quand les décisions prises dans l'ombre sont enfin révélées, l'épisode 1331 franchit un point de non-retour. Les mots deviennent des armes, les silences explosent, et certains liens se brisent pour de bon. Car dans Ici tout commence, ce ne sont pas toujours les ruptures qui font le plus de dégâts. Ce sont les pressions qu'on accepte trop longtemps. Les décisions qu'on laisse aux autres. Et les vérités qu'on n'ose pas affronter. Installez-vous, car l'épisode 1331 d'Ici tout commence marque un tournant émotionnel majeur. Un épisode où l'on cesse de fuir. Où l'on apprend à se choisir. Et où, parfois, se retrouver demande d'abord de tout perdre. Amaury a mis les petits plats dans les grands. À la ferme Angeline, il a préparé pour Colline un petit déjeuner hollandais, soigneusement dressé, presque trop parfait, pain chaud, fromage, spécialité typique, une attention qui se veut tendre, mais qui ressemble déjà à une mise en scène. Colline observe la table, touchée mais nerveuse. Elle prend son courage à deux mains et finit par parler. « Amaury, je ne peux pas partir tout de suite. » Il relève la tête, surpris. Colline poursuit, la voix douce mais ferme. « Je ne peux pas quitter ma mère comme ça. Et puis il y a le Noël de l'Institut. J'ai besoin de rester encore un peu. » Amaury se crispe. Son sourire se fige, puis disparaît. « Tu n'as pas à te chercher des excuses. » Lâche-t-il, sec. Il s'approche d'elle, presque pressant. « Tu me l'as dit toi-même, Colline. Rien n'est insurmontable pour deux personnes qui veulent être ensemble. » Ces mots, qu'elle avait prononcés avec sincérité, se retournent maintenant contre elle. Colline baisse les yeux, troublée. Elle sent la pression monter, ce poids invisible qui l'empêche de respirer librement. « Je veux juste faire les choses bien. » murmure-t-elle. Amaury ne répond pas. Son silence en dit long et fait naître un malaise que Colline n'ose plus ignorer. Pendant ce temps, à l'institut, Bérénice tourne en rond dans le vestiaire, les traits tirés. Elle fixe une robe suspendue devant elle, symbole d'un bonheur qui n'en est plus vraiment un. Face à Constance, elle lâche enfin, sans détour. « Je déteste cette robe. On l'a fait disparaître. » Constance la regarde, surprise mais compréhensive. « D'accord. Je m'en charge. » Bérénice pousse un soupir de soulagement, puis son visage s'assombrit. « Je n'arrive pas à dire la vérité à ma mère, je ne veux pas la blesser. » Constance s'approche, bienveillante. « Tu la protégeras mieux avec la vérité qu'avec le silence. Mais tu as le droit d'y aller à ton rythme. » Bérénice acquiesce lentement. Entre les non-dits,
les renoncements et les décisions difficiles, elle comprend que certaines histoires ne se terminent pas dans le bruit, mais dans un murmure douloureux. À l'abri des regards, Stanislas retrouve Joachim et Gaëtan dans un coin calme de l'institut. Il hésite un instant, puis finit par lâcher, presque gêné. Bon, j'ai fait faire quelque chose. Il sort son téléphone et leur montre une photo. Un panier en osier tressé, élégant, travaillé avec soin. La poignée en cuir, l'intérieur doublé de lin, et surtout son prénom discrètement brodé à l'intérieur. Joachim sourit, impressionné. C'est canon. Vraiment. Gaëtan, lui, a les yeux qui brillent. Attends, mais c'est génial, ça. Il réfléchit à voix haute. Un objet unique, utile, symbolique. Je crois que je viens de trouver le cadeau parfait pour Alice. Stanislas esquisse un sourire fier, sans en faire trop. L'idée, c'était que ça dure. Quelque chose qui ait du sens. Pendant ce temps, dans la cour, César observe Colline de loin. Elle est là, mais ailleurs. Le regard perdu, les épaules basses, comme si un poids invisible pesait sur elle. Il s'approche doucement. Ça va ? Colline force un sourire qui ne trompe personne. César insiste, plus attentif. Je te connais. Quand tu fais semblant que ça va, c'est que ça ne va pas du tout. Elle finit par lâcher, la voix basse. Amaury veut qu'on parte dimanche. César fronce les sourcils. Et toi t'en penses quoi ? Elle hésite, cherche ses mots, puis souffle. Je sais plus. J'ai l'impression que tout le monde décide à ma place. César la fixe, sincère. Alors oublie les autres. Oublie Amaury. Dis-moi toi, tu veux quoi vraiment ? La question reste suspendue dans l'air. Colline ouvre la bouche pour répondre. Mais Gaspard arrive à ce moment-là. Son regard passe de César à Colline, inquiet, tendu. Il sent immédiatement que quelque chose d'important est en train de se jouer. Et Colline comprend qu'elle va devoir répondre. Pas aux autres. À elle-même. Encore secouée par leur échange tendu, Constance rejoint Charlotte dans un moment plus calme. Elle sent la fragilité de la mère, sa peine encore vive, et tente une approche plus douce. Charlotte, j'ai réfléchi. On pourrait faire le discours du mariage ensemble. Toutes les deux. Charlotte relève les yeux, surprise. L'idée la touche profondément. On le voit à son regard qui s'adoucit, à ce léger sourire qui apparaît malgré la blessure. C'est gentil vraiment. Murmure-t-elle. Mais presque aussitôt, son visage se referme. Elle secoue la tête, avec une dignité douloureuse. Mais je préfère respecter la volonté de Bérénice. Elle ne voulait pas de discours de sa mère. Ces mots lui coûtent. Renoncer à parler, à dire son amour publiquement, c'est accepter de rester en retrait. Mais pour Charlotte, aimer sa fille, c'est aussi savoir s'effacer. Constance hoche la tête, émue par ce choix silencieux. C'est une preuve d'amour aussi. Charlotte esquisse un sourire triste. J'espère juste qu'elle le saura. Pendant ce temps, à la coloc, Alice tourne en rond comme un lion en cage. Noël approche, et avec lui l'angoisse absolue. J'en peux plus, Ninon, je te jure. De quoi ? Du cadeau de Gaëtan. Il faut que je trouve le truc parfait. Un truc qui le déçoive pas. Alice avoue, presque paniquée. J'aimerais tellement savoir ce qu'il va m'offrir, histoire de m'adapter. Elle fouille sur son téléphone, cogite, note, efface. Et soudain illumination. J'ai trouvé. Elle sourit, fière d'elle. Un stage de plongée. C'est original, non ? Un silence. Puis la réalisation la frappe de plein fouet. Son sourire disparaît. Attends mais. Elle blêmit. Je déteste la plongée. J'ai le vertige, j'aime pas l'eau froide, j'angoisse sous l'eau. Elle se laisse tomber sur le canapé, catastrophée. Mais quelle idée à lasser. Offrir un cadeau censé rapprocher. Qui la mettrait, elle, en panique totale. Alice se prend la tête entre les mains.
Si je lui offre ça, il va vouloir qu'on le fasse ensemble et moi, je vais mourir noyée de stress avant même Noël. Entre la peur de décevoir et celle de se forcer à être quelqu'un d'autre, Alice comprend que, là aussi, la vraie question n'est pas le cadeau. Mais oser être honnête. Colline doit aller récupérer une sono à l'extérieur de Calvière. Il y a pas mal de routes, et l'idée de faire l'aller-retour seul ne l'enchante pas vraiment. Gaspard et César se proposent aussitôt de l'accompagner. Sur la route, l'ambiance est étrange, entre silence pesant et tentative maladroite de légèreté. Colline regarde défiler le paysage, perdu dans ses pensées. César, lui, la surveille discrètement dans le rétroviseur. Et puis drame. La voiture tousse. Ralentit. Puis s'arrête net sur le bas-côté. Non mais c'est pas vrai, lâche Colline, paniquée. Gaspard sort aussitôt, ouvre le capot, bidouille 2 câbles avec un sérieux très approximatif. Après quelques secondes, il se redresse, l'air grave un peu trop. Ok. Là, on est clairement sur une panne sérieuse. Il regarde César droit dans les yeux. Je vais à la station-service chercher un spécialiste. Ça peut prendre un moment. Colline fronce les sourcils. T'es sûr? Certain. Bougez pas. Gaspard s'éloigne à grands pas puis se retourne une dernière fois vers César, très sérieux. C'est ton moment. Mets le paquet. César comprend immédiatement. La panne est bidon. Mais l'occasion, elle, est bien réelle. Seul dans la voiture, le silence s'installe. Un silence moins lourd que d'habitude. Presque doux. T'as peur de partir? Demande César doucement. Colline hausse les épaules. J'ai surtout peur de faire un choix que je ne reconnaîtrai plus dans 6 mois. César esquisse un sourire. Alors fais comme d'habitude. Chante. Elle le regarde, surprise. Sérieux? Sérieux. Il met la radio. Une chanson démarre. Et sans vraiment réfléchir, Colline se met à chanter. Puis César l'accompagne. Ils chantent faux. Ils chantent fort. Ils chantent ensemble. Les rires éclatent. La tension retombe. Ils improvisent des harmonies, inventent des chœurs, tapent en rythme sur le tableau de bord. Colline, pour la première fois depuis longtemps, respire. On devrait monter un groupe. Lance César en riant. Grave. Répond Colline. La chorale des marais. Avec obligation de chanter faux au début. Ils éclatent de rire à nouveau. Dans cet instant suspendu, tout est simple. Fluide. Vrai. Quand Gaspard revient enfin, l'air faussement préoccupé, il comprend immédiatement. Colline sourit. César aussi. La sono attendra encore un peu. Parce que sur ce bord de route, quelque chose vient de renaître. Une complicité. Un refuge. Peut-être un début de réponse. Sur le bord de la route, la voiture toujours immobilisée, Colline et César sont désormais plongés dans un calme étrange. Après les rires, les chansons, la légèreté retrouvée revient le moment des vraies questions. Colline hésite, joue avec la fermeture de sa veste, puis finit par lâcher, presque à voix basse. Toi tu ferais quoi à ma place? César ne répond pas tout de suite. Il la regarde longuement, sans ironie, sans jugement. Puis il choisit ses mots avec une sincérité désarmante. Je partirai. Mais seulement si j'en ai vraiment envie. Il marque une pause, puis ajoute, plus ferme. Pas parce que quelqu'un me met la pression. Pas parce qu'on me fait croire que je dois le faire pour prouver quelque chose. Colline encaisse. Ces mots frappent juste. Trop juste. Elle comprend soudain que la vraie question n'est pas où partir. Mais pourquoi? Elle détourne le regard, bouleversée. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne lui dit pas quoi faire. Il lui rend simplement le choix. Pendant ce temps, à l'institut, une autre confrontation s'annonce, bien plus douloureuse encore. Constance retrouve Charlotte dans un couloir calme. Son visage est fermé, déterminé, presque grave.
Charlotte, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Répond-elle, déjà sur la défensive. Constance prend une inspiration. Bérénice ne veut pas porter la robe de mariage. Charlotte reste figée. Comment ça, elle ne veut pas? Mais cette robe... Constance l'interrompt, sans hausser la voix mais sans détour. Le problème, c'est que tu ne l'écoutes pas. Tu projettes sur elle ce que toi tu veux. Elle insiste, les mots pesés mais implacables. Tu l'étouffes, Charlotte. Le coup est violent. Charlotte recule d'un pas, profondément blessée. Ses yeux s'emplissent de larmes qu'elle refuse de laisser couler. Je fais tout pour elle, murmure-t-elle. Puis, la voix brisée. Je ne pensais pas que j'étais un poids pour ma fille. Sans attendre de réponse, elle tourne les talons et s'éloigne, le cœur fracassé. Constance reste seule dans le couloir, secouée. Elle sait qu'elle a dit la vérité. Mais elle mesure aussi le prix de ces mots-là. 2 femmes, 2 générations, 2 décisions suspendues. D'un côté, Colline, qui doit enfin s'écouter. De l'autre, Bérénice, coincée entre l'amour et l'attente maternelle. Et une certitude qui se dessine peu à peu. Dans cette histoire, ce ne sont pas les départs qui font le plus mal. Mais les pressions qu'on ne sait pas nommer. Dans un moment suspendu, Charlotte rejoint Bérénice à l'écart, loin du tumulte de l'institut. Son visage est grave, mais empreint d'une tendresse profonde. Elle ouvre lentement une petite boîte, presque solennelle. À l'intérieur, une bague délicate, chargée d'histoire. C'est la bague que ton père m'a offerte le jour de ta naissance. Bérénice reste figée, bouleversée. Charlotte poursuit, la voix légèrement tremblante. Elle symbolise tout ce qu'il espérait pour toi. L'amour, la liberté, la force d'être toi-même. Les yeux de Bérénice se remplissent de larmes. Ce geste, silencieux mais immense, vaut tous les discours du monde. Charlotte n'a rien imposé. Elle a transmis. À l'institut, la tempête éclate sans prévenir. Clotilde surgit, furieuse, le regard noir, droit sur Colline. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Colline recule, totalement surprise. De quoi tu parles? Clotilde sort son téléphone, la voix sèche. Un mail a été envoyé pour demander ton remplacement dans la brigade de Noël. Colline blêmit. Quoi? Mais je n'ai rien envoyé. Le silence qui suit est lourd. Clotilde scrute son visage, comprend peu à peu que quelque chose cloche. Si ce n'est pas toi alors qui? Colline, déjà en train de faire le lien, sent la colère monter. Elle rentre au marais le cœur battant, les nerfs à vif. Amaury est là. Calme. Trop calme. C'est toi qui as envoyé ce mail? Sa voix tremble, mais son regard est dur. Amaury ne nie pas. J'ai cru bien faire. Je voulais te soulager d'un poids. Tu étais stressée, débordée. Colline explose. Tu n'avais pas à décider pour moi. Elle s'approche, blessée, en colère, lucide enfin. Tu te rends compte? Tu prends des décisions dans mon dos, tu parles à ma place, tu m'isoles de l'institut, de ma mère, de tout. Amaury tente de garder le contrôle. Je fais ça pour nous. Mais cette fois, Colline ne cède plus. Sa voix est ferme, presque glaciale. Il n'y aura pas de départ. Amaury reste interdit. Et surtout, ajoute-t-elle, les yeux brillants de rage contenue. Tu me manipules. Comment tu veux que je te fasse confiance après ça? Le silence tombe, brutal. Irréversible. Colline comprend qu'elle vient de franchir un point de non-retour. Ce n'est plus une hésitation. Ce n'est plus un doute. C'est une prise de conscience. Et pour Amaury, c'est la première fois que son emprise se fissure réellement. La dispute éclate au salon de la ferme, violente, chargée de trop de non-dits. Les voix montent. Et soudain, Angèle apparaît. Elle a tout entendu. Son regard se pose sur Amaury, dur, sans appel. Ça suffit. Un silence tendu s'installe. Tu quittes la ferme.
Maintenant. Sa voix est calme, mais ferme. Tu n'as plus rien à faire ici. Amaury tente un mot, un geste, mais Angèle ne lui laisse aucune place. Elle désigne la porte. Il comprend que c'est fini. Quand il disparaît, Colline s'effondre. Toute la tension qu'elle retenait depuis des semaines se libère d'un coup. Les larmes coulent, incontrôlables. Elle se jette dans les bras de sa mère. Angèle la serre fort, longtemps, sans parler. Juste là. Présente. Tu es en sécurité maintenant. Murmure-t-elle. Colline a besoin d'air. De silence. De vrai. Elle part se ressourcer près des paddocks, retrouver Pokémon et Totoro, ses chevaux, ses refuges depuis toujours. Elle pose son front contre l'encolure de Pokémon, respire son odeur familière. Ici, rien ne juge. Rien ne presse. C'est là que César arrive, doucement, comme s'il savait exactement où la trouver. Il s'arrête à quelques pas, respectueux. Colline essuie ses joues, épuisée. C'est quoi mon problème, César? Sa voix tremble. Pourquoi je me mets toujours dans des situations comme ça? César s'approche enfin. Il la regarde avec une infinie douceur. Ton problème? Il sourit tristement. C'est que tu vois toujours le meilleur chez les gens. Même quand ils ne le méritent pas. Elle baisse les yeux. Il continue, sincère, sans détour. Tu es la personne la plus gentille que je connaisse. La plus drôle aussi. Tu fais rire tout le monde sans t'en rendre compte. Il marque une pause, le cœur battant. Était extraordinaire, Colline. Vraiment. Elle relève la tête, bouleversée. Quand j'entends ta voix, avoue-t-il, un peu gêné. Je suis heureux. Juste comme ça. Colline inspire profondément. Puis, avec une évidence désarmante. Moi aussi je suis bien quand tu es là. Leurs regards se croisent. Il n'y a plus de peur. Plus de doute. Ils s'embrassent. Un baiser doux. Simple. Vrai. Rien à prouver. Rien à fuir. Juste deux personnes qui, enfin, se choisissent sans pression, sans manipulation, sans masque. Et dans le calme des marais, entre les chevaux et la lumière tombante, Colline comprend une chose essentielle. Cette fois, elle n'a pas perdu quelque chose. Elle s'est retrouvée. Et lorsque l'épisode se referme, une évidence s'impose. Ce qui s'est joué aujourd'hui n'est pas seulement une rupture, ni une dispute de plus, ni même une décision difficile parmi tant d'autres. C'est un réveil. Lent. Douloureux. Nécessaire. Colline n'a pas perdu un projet, ni un avenir, ni une histoire. Elle a repris quelque chose de bien plus précieux, sa voix. Celle qu'elle avait peu à peu étouffée pour rassurer, pour ne pas décevoir, pour maintenir une illusion d'équilibre. En osant dire non, elle ne détruit pas, elle se libère. À l'Institut, les blessures sont tout aussi profondes. Charlotte comprend que l'amour, même sincère, peut devenir un poids lorsqu'il refuse d'écouter. Et Bérénice, sans élever la voix, pose enfin une limite essentielle, aimer ne devrait jamais coûter sa liberté. Certaines vérités ne se crient pas, elles s'acceptent, dans le silence et la douleur. Quant à César, il n'a pas sauvé Colline. Il n'a rien imposé. Il a fait bien plus rare, il lui a laissé le choix. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin pour se retrouver. L'épisode 1331 nous rappelle une chose essentielle. Ce ne sont pas les départs qui brisent le plus. Mais les pressions qu'on finit par appeler de l'amour. Les silences qu'on confond avec de la paix. Et les concessions qui nous éloignent de nous-mêmes. Dans Ici tout commence, certaines histoires ne s'achèvent pas dans le fracas. Elles se terminent dans une prise de conscience. Et parfois, c'est là que tout commence vraiment. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire, à vous abonner à la chaîne, et à liker la vidéo pour soutenir le travail. On se retrouve très vite pour la suite. Car à l'Institut, rien n'est jamais vraiment fini.